Bonjour, merci à la filière pour cette invitation, pour cette simulation un petit peu différente parce que on va quitter la simulation numérique, on va quitter toute cette simulation technique pour passer sur l'humain. Si nous avons tous appris à parler, une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a appris à communiquer ? Appris à communiquer dans le sens de faire passer un message et donc d'avoir cette possibilité de partager une information. Cette communication, on sait que sa qualité, c'est un facteur prédictif de satisfaction et donc à l'inverse d'insatisfaction des patients et de leurs familles. Ça a été montré dans les services, par exemple, d'urgence, mais c'est probablement vrai dans l'ensemble des activités de soins. Et finalement, quand on regarde un petit peu toutes les littératures qui sont assez critiques finalement avec nos professions de santé, ce qui nous est pas reproché, on ne nous reproche pas notre technicité. C'est-à-dire toutes les topos qu'on vient de voir, personne n'ira dire au docteur Consari des problèmes sur l'impression 3D ou sur le montage lui-même. Par contre, ce qui nous est reproché parfois, c'est notre difficulté à expliquer simplement toute cette technicité. Alors effectivement, on peut essayer de se réfugier derrière le fait que pendant de nombreuses années, la sélection des soignants, elle a plutôt été faite sur ce cycle de Krebs et la possibilité d'ingurgiter plein de choses. Et puis, notre validation, elle laissait beaucoup de place à l'empathie, parce que vous voyez que c'était des QCM. Et donc, automatiquement, dans les QCM, on pouvait s'exprimer le mieux possible. Et la littérature nous montre que même après plusieurs années de pratique clinique, les médecins ne vont pas forcément acquérir spontanément des compétences de communication. Ce qui fait que quand on regarde dans cette étude, alors c'est pas en France, mais dans l'annonce du décès d'un enfant, finalement, les policiers étaient considérés plus bienveillants que les soignants. On peut se poser d'emblée la question de la sympathie et de l'empathie. C'est une discussion qu'on ne va pas pouvoir avoir maintenant, mais il est possible que qu'est-ce qu'était que la bienveillance? Voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Moi, je travaille en réanimation. En réanimation, quand les familles, quand les enfants passent cette porte, il y a énormément d'anxiété. Ce que décrivent les familles, c'est qu'ils ont l'impression d'être dans un monde complètement différent, un monde qui a ses propres codes, qui a ses propres sons, qui a ses propres mots. Et quand on regarde la réanimation, souvent on est quand même dans un milieu où on est dans de l'annonce de mauvaises nouvelles et c'est pas aussi facile que laisser ce petit gâteau en disant vous l'ouvrirez et puis vous verrez. Non, il faut faire passer ce message. Il faut faire passer ce message et comme nous dit l'HAS, il n'y a pas de bonne façon d'annoncer une mauvaise nouvelle, mais certaines sont moins dévastatrices que d'autres. Et ce que nous disent les psychologues qui revoient souvent les familles à distance, c'est que les mots sont des scalpels. C'est-à-dire que finalement, on peut autant heurter avec des mots que la maladie heurte le patient et sa famille. Quand on demande à des internes de pédiatrie, dont la moitié ont eu une formation à la communication, est-ce que vous pensez que la communication, par exemple, d'annonce de mauvaises nouvelles, c'est important? Oui, à 98%. Est-ce que vous y êtes préparé? Simplement 27% se sentent préparés. Ce qui fait qu'on est dans cette situation difficile qui nous a conduit, 2 équipes de réanimation de l'hôpital Necker, avec un but commun, dans un travail collaboratif, de faire progresser la communication aux familles, de nous intéresser aux possibilités d'utiliser la simulation. Et c'est ce qui a été la naissance de ce groupe, le groupe Communication et Simulation en pédiatrie. Le docteur Thierry vous l'a dit tout à l'heure, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin et on va encore plus vite. Et c'est toute la force d'un groupe de pouvoir travailler tous ensemble. Donc nous, on a créé une petite formation avec beaucoup d'humilité sur la simulation, qui utilise la simulation. Et cette simulation, elle est intégrée dans un cursus de formation. Pourquoi intégrée? Parce que finalement, on a dit tout à l'heure, les soignants ne se sentent pas prêts. Ils n'ont peut-être pas eu toujours la formation adéquate pour la communication. Donc on va essayer de leur apporter quelques bases théoriques, un petit peu comme quand vous voulez construire une maison, il vaut mieux qu'il y ait des fondations. Et donc ces fondations, elles vont tourner autour de, par exemple, une information sur les modes de communication, l'organisation d'un entretien, les attentes et les besoins des familles, et puis les modes de défense, que ça soit du côté des familles comme du côté des soignants. On va pour ça avoir des formateurs multidisciplinaires. Ces formateurs, ça va être des soignants de terrain, des psychologues, des infirmiers, des médecins. On a eu aussi la chance d'avoir le témoignage de familles.
Et puis, quand on ne peut pas avoir le témoignage de famille, on essaye aussi d'avoir excusez-moi, je sors de garde, une des modalités pédagogiques les plus interactives possibles, avec des extraits de films. On a la chance d'avoir dans le groupe le médiateur de l'hôpital, qui a pu anonymiser certains courriers, et donc on va utiliser des courriers de patients pour faire réagir nos apprenants. Et puis on utilise aussi une technique qui est le photolangage avec des cartes de Dixit, et on va demander aux apprenants, sur la base du volontariat bien entendu, s'ils le souhaitent, de nous raconter une situation à partir d'une carte. C'est des cartes qui sont très poétiques. Et à partir de cette situation, ils vont choisir une deuxième carte qui est la situation, enfin la méthode qui leur a permis finalement de sortir de cette situation, ou la méthode dont finalement ils auraient eu besoin pour pouvoir sortir de cette situation. Et puis, vous voyez, une fois qu'on a mis ces bases finalement un petit peu théoriques, on est aussi dans cette difficulté éthique en communication de dire est-ce qu'on envoie nos internes, est-ce qu'on envoie nos soignants avec si peu de préparation faire des annonces en situation réelle. Vous verrez que malheureusement c'est le cas. Pourtant, avec la simulation, et la simulation est utilisée dans plein d'autres disciplines où la gestion du risque est extrêmement importante, on peut faire des choses extrêmement réalistes. Et finalement, cette simulation, on va dire, de l'aérien, du nucléaire, nous, on l'a réintégrée en médecine avec des simulations procédurales, comme vous a parlé le docteur Thierry tout à l'heure. Et puis, progressivement, de la simulation procédurale, on peut aussi passer avec les mêmes codes à la simulation relationnelle. Et cette simulation relationnelle, pourquoi on va l'utiliser ? Parce qu'on va pouvoir avoir une reproduction fidèle et standardisée de situations de communication. On a une innocuité pour les familles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque pour les familles. On pourra discuter du risque pour les apprenants, c'est complètement différent. Et avec la simulation, on va pouvoir finalement explorer des compétences qui sont complètement différentes, qui ne sont plus le savoir-faire, alors même s'il y a des techniques d'entretien, mais qui vont être plus situées dans le savoir-être finalement. Être présent, être là, communiquer. Donc pour ces simulations, nos apprenants prennent le rôle à ce moment-là de médecins en poste. C'est-à-dire que si c'est des internes, ils prennent le rôle de soignants seniors. Si c'est des infirmiers qui sont déjà souvent des infirmiers en poste, mais qui sont des jeunes infirmiers, ils prennent leur propre rôle. Et on a des comédiens professionnels qui tiennent le rôle des parents simulés. Comment ça se passe ? On a un briefing, bien entendu. On explique la situation. On laisse les apprenants, comme on aimerait dans la vraie vie, se concerter, comme ils vont être à deux pour aller voir la famille. Et puis ensuite, il y a une simulation. Alors la simulation, elle se passe dans un local qui est dédié et le reste de l'équipe assiste à cette simulation avec une retransmission audio-vidéo en temps réel. Et toute cette simulation, finalement, ce n'était qu'un prétexte au débriefing. Et c'est ce débriefing qui va être le plus important. Pour vous donner une idée des temps, 5-10 minutes de briefing, 10 à 15 minutes de simulation, 45 à 50 minutes de débriefing, avec un maître du temps. Le maître du temps, c'est celui qui a le rôle assez désagréable de venir dire « Je suis désolé, il faut qu'on passe au scénario suivant » parce qu'il y a vraiment cette contrainte de temps. Mais vous voyez que de 10 minutes d'entretien, on va être capable de parler quelquefois pendant plus d'1 heure et de couper nos apprenants. Si on se met un peu en backstage, comment on prépare ces sessions ? On va essayer d'avoir des scénarios qui sont le plus réalistes possible. C'est-à-dire que ces scénarios, ils sont écrits souvent par un binôme soignant et psychologue. Ils sont tirés de cas réels pour être le plus réaliste possible. Ils sont dans des situations les plus contextualisées. Ce qu'on entend par contextualiser, c'est qu'elles parlent aux apprenants. C'est-à-dire si je suis avec des apprenants d'anesthésie-réanimation, je vais faire des situations de réanimation. Si on développait ce type de scénario, par exemple pour la filière, ça pourrait être des scénarios d'annonce de craniosténose. Il est important que la simulation, elle parle aux apprenants, même si effectivement dans la communication, il y a des choses qu'on peut complètement décontextualiser. Et puis, ces scénarios, c'est pas juste du théâtre, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs pédagogiques définis, et donc on attend finalement des apprenants qu'ils réalisent certaines actions. Pour les parents simulés, finalement, c'est pas si récent que ça. Il y a ce monsieur qui s'appelle le docteur Barrows, qui est un petit peu le papa des parents simulés, et vous voyez que ça date de 1963. Lui, il le faisait surtout pour l'examen clinique neurologique, mais les étudiants étaient aussi un petit peu invités à expliquer comment ils étaient arrivés au diagnostic et à communiquer avec le patient. Et on a une variété possible des patients simulés, c'est-à-dire que ça peut être des comédiens professionnels, ça peut être aussi des patients experts, des patients partenaires, ça peut être des formateurs quelquefois. Toute la difficulté, bien entendu, c'est de savoir éthiquement
qu'est-ce qu'on peut proposer à ces parents simulés? Nous, nos scénarios, ils tournent autour de décès d'enfants ou de situations, par exemple, de polytraumatologie avec des enfants pour lesquels il y a un pronostic vital très engagé. C'est difficile, même si on a des familles qui nous ont déjà dit on aimerait participer. Oui, mais c'est difficile de dire à des familles, voilà, on va vous faire revivre cette annonce. Donc c'est ce qui nous a amené à être sur le choix de comédiens professionnels. Comédiens professionnels qui doivent comprendre qu'à ce moment-là, ils ne sont pas le premier rôle. Ils deviennent un outil pédagogique et ils sont là pour mettre et valoriser le premier rôle, c'est-à-dire l'apprenant. Et donc ça nécessite qu'ils aient une formation spécifique, d'autant plus qu'on verra un petit peu plus tard, ils participent au débriefing. On a un lien permanent entre les formateurs et les patients simulés. Le but, encore une fois, n'est pas une session de théâtre, parce qu'on a quelquefois, sur des situations d'agressivité, des internes ou des soignants qui vont se retrouver assez tétanisés par, finalement, les parents. Et notre but, c'est qu'il y ait la situation de communication qui soit possible, un peu comme Briac disait, on ne tue pas le patient. Nous, on essaye qu'une situation de communication soit possible. Et donc, à ce moment-là, on va proposer à nos comédiens de modérer un petit peu le jeu. On va leur proposer aussi quelquefois, par exemple, quand on dit choc anaphylactique, ou quand un interne dit « mais vous savez, on connaît très bien votre enfant », et les parents vont dire « non, c'est nous qui le connaissons bien ». On peut réagir, vous voyez, du tac au tac, et on peut essayer de guider les acteurs sans trop les perturber aussi. Et puis quand les apprenants sont très à l'aise, on peut justement aller les chercher un petit peu. C'est-à-dire dans un des scénarios d'agressivité qu'on a, les parents sont entre eux d'être dans une colère à propos de la jeunesse de la nounou qui s'est fait renverser en même temps que leur enfant. Et donc à ce moment-là, ils vont un petit peu attaquer les internes eux-mêmes sur leur jeunesse. Et on va voir comment nos internes qui sont effectivement dans des situations des fois effectivement de jeunesse et d'annoncer ces diagnostics vont savoir un petit peu utiliser cette information et pouvoir y répondre. Il va falloir favoriser l'immersion, et ça, Briac vous en a déjà parlé, c'est-à-dire qu'on va être dans des lieux les plus réalistes possibles, on va être en tenue, on va avoir un mannequin, on va avoir un scope, on va essayer de s'immerger le plus possible, et puis vous voyez, on essaye aussi que le scénario, il ait un début et une fin. Et ça, c'est aussi l'intérêt, finalement, de la liaison audio avec les parents. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les parents vont dire « j'ai besoin de voir mon enfant ». Il est possible que les apprenants n'aient pas pensé à dire quelque chose, mais quand ils sont à la porte, c'est à ce moment-là, par exemple, qu'ils vont dire « ah, au fait, il faudrait que je vous prévienne, votre enfant, vous savez, il a un bandage, ça va être un peu impressionnant de le voir ». C'est-à-dire qu'on essaye au maximum que ces situations, elles aient un début et une fin, et que la fin ne soit pas un formateur qui ouvre la porte en disant « c'est fini, bravo, vous avez... » Non, on essaye que ça soit le plus naturel possible. Il y a une richesse des éléments à débriefer, parce qu'à chaque fois, comme dans la communication, on va pouvoir débriefer tout ce qui est la communication verbale, le choix des mots, le débit de parole, ce qui nous rend tout de suite très mal à l'aise, la gestion des silences. En tant que soignant, on a l'impression que les silences ne sont pas importants, alors qu'en fait, ils ont une puissance dans notre langage. On va aussi s'intéresser à la communication non verbale, le regard, le toucher, la distance, le positionnement, la façon simplement dont les internes ou les soignants choisissent, quand c'est un salon d'entretien, de s'asseoir l'un à côté de l'autre. Est-ce que leur choix, leur stratégie finalement de laisser par exemple les parents s'asseoir en premier va leur permettre de s'asseoir à côté et de permettre facilement d'utiliser un vecteur relationnel qui est le toucher? Ou est-ce qu'au contraire, ils vont avoir du mal, ils vont rester à distance? Je vous expliquerai après, mais il n'y a pas de solution. Moi, je n'ai pas de bonne réponse. L'important, c'est qu'on puisse en discuter après tous ensemble. Pourquoi vous avez eu cette communication? On va pouvoir discuter aussi de l'empathie, de l'écoute. Est-ce que vous aviez structuré votre entretien? Vous savez qu'il y a des guides d'entretien finalement qui viennent souvent de l'oncologie. Mais quelquefois, on arrive avec plein d'idées dans la tête et puis finalement, on arrive et on est submergé par les émotions des parents, par nos propres émotions aussi. Et on va voir comment finalement les apprenants ont réussi à avoir un entretien qui finalement avait effectivement un début et une fin. On va voir aussi comment ils fonctionnent en équipe, même si je vous dirais qu'on a beaucoup de mal sur l'interprofessionnalité. Là, c'est par exemple souvent
des soignants paramédicaux qui travaillaient ensemble, des soignants médicaux qui travaillaient ensemble. On avait fait une journée avec des soignants interprofessionnels, mais on a eu vraiment des difficultés parce qu'on refaisait les mêmes scénarios à peu près. On n'arrivait pas à jouer vraiment encore à mettre en jeu vraiment l'interprofessionnalité, mais parce que dans la vraie vie, on a du mal aussi à la mettre en jeu finalement. En tout cas, dans notre service, on a du mal. On explore aussi un petit peu les mécanismes de défense, c'est-à-dire que les mécanismes de défense des familles, c'est ceux auxquels ils vont être confrontés, que ce soit le déni, on n'est pas souvent dans le déni qui est très psychiatrique, qui peut être la forme la plus psychiatrique, mais plutôt dans la dénégation. On va être dans la sidération, on va être dans l'agressivité. Et puis on va voir aussi des possibles mécanismes de défense qui sont déjà mis en place chez les soignants. Vous savez, souvent, c'est c'est un petit accident. Moi, j'avais un neurochirurgien qui disait on va enlever la petite tumeur dans la petite tête de votre enfant, ce sera une petite opération. C'est vrai que quand vous passez après pour la consultation d'anesthésie en disant que c'est une exérèse de chirurgie de fosse postérieure en position assise et qu'il y a un risque vital, c'est difficile pour les familles. Il y en a un qui me dit que ça a l'air facile, l'autre qui me dit qu'il y a un risque vital. Donc vous voyez, c'est aussi toute cette situation qu'on va pouvoir examiner. Et puis je vous ai parlé du débriefing, et ce débriefing, en fait, finalement, il va faire intervenir les apprenants. Ceux qui sont passés et qui ont le vécu de l'exercice, mais aussi ceux qui ont regardé, et donc leurs expériences un petit peu antérieures. Et là, on va avoir des échanges professionnels. On a la chance de travailler avec 2 réanimations. On a d'un côté des pédiatres réanimateurs qui font un stage en réanimation. On a des pédiatres qui font un stage en réanimation et ça sera leur stage de réanimation. Et de l'autre côté, on a des anesthésistes réanimateurs qui font beaucoup de stages en réanimation, mais par contre, c'est leur premier stage en pédiatrie. Donc c'est hyper intéressant de les voir se débriefer entre eux. Et puis on a des soignants qui viennent d'une réanimation et d'autres d'une autre. Et donc c'est pareil, ils s'échangent un petit peu leurs pratiques. On a les parents simulés, comme je vous ai dit, qui participent à l'entretien. Alors encore une fois, il y a une formation, il y a une discussion avec eux. On ne leur demande pas forcément de juger le côté médical de l'entretien, mais par contre, on leur demande de juger là où ils sont très bons, c'est le non-verbal. Parce que nous, en tant que soignants, qu'est-ce qu'on connaît de notre non-verbal? Depuis tout à l'heure, j'ai cette main qui est là, j'essaye de ne pas trop me balancer, j'essaye de faire attention à mon non-verbal, c'est vrai. Mais dans la vraie vie, je suis ni un homme politique, ni un comédien. Je n'ai pas prévu à certains moments de taper sur la table pour renforcer mon point de vue, je n'ai pas prévu d'ouvrir les bras. Mais pourtant, on sait que le non-verbal, il peut complètement modifier notre langage. Et il peut modifier la façon dont va être perçu le langage. Je vous parlais tout à l'heure du regard. Il y a une étude où des parents avaient finalement reçu une information d'un aléa thérapeutique qui était simplement une allergie. Je dis simplement, c'est un choc anaphylactique, c'était quand même quelque chose de grave, mais vous voyez, il n'y avait pas de mise en jeu finalement d'une responsabilité. Et les parents disaient que l'un des médecins n'était pas capable de leur parler en les regardant. Et les parents se demandaient, est-ce qu'il s'est passé autre chose, mais qu'on ne me dit pas la vérité? Donc vous voyez que quelquefois, rien que notre langage peut finalement parasiter une communication qui, verbalement, était correcte. On va avoir les psychologues. Les psychologues, elles nous aident à verbaliser certains comportements. Elles apportent cette vision psychologique qu'on maîtrise mal aussi de la situation. Elles nous aident aussi à sécuriser la formation, parce que comme je vous ai dit, on est sur de l'humain et on remue de l'humain. Et c'est-à-dire que quand ils sortent du salon d'entretien, ils sont un petit peu comme quand, Briac ne les fait pas masser, mais nous, des fois, on fait masser nos internes. Quand ils sortent, ils se demandent s'ils ont réanimé patient correctement. Et quand ils sortent d'une situation de déni avec essayer de faire passer le message à une famille qu'un enfant va décéder, et que de l'autre côté, ils ont une famille qui leur dit « Mais non, c'est une battante, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, laissez-lui du temps, docteur. » Je vous assure qu'ils sortent, ils sont un petit peu comme s'ils venaient de réanimer, ils sont pleins d'inquiétudes et aussi des fois tout en sueur. Et puis, il y a les soignants formateurs qui amènent aussi cette vision de terrain parce que quelquefois, il est 3 heures du matin et il n'y a pas de psychologue et il n'y a personne. Et donc, il faut savoir s'adapter. Et comment on s'adapte à l'inattendu, comment on s'adapte à l'imprévu. L'idée, c'est quoi? Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de recette miracle, je vous ai dit que je n'avais pas de solution toute faite. L'idée, c'est de créer, dans cette vision à 360 degrés, une solution avec toute l'humilité de dire qu'elle était valable dans cette situation, pour cette communication et avec ses parents. Ce qui veut dire que demain, on refait la même chose avec d'autres parents, ça sera peut-être différent, mais ce qu'on essaye de leur apprendre, justement, c'est aussi de dire « apprenez à vous adapter aux parents, apprenez à écouter et à regarder les parents ». C'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit sur le non-verbal, on le voit aussi finalement sur son auditoire. Alors, pour vous donner un petit peu des éléments de, qu'est-ce qu'on fait? Depuis 5 ans, on a fait passer 261 apprenants, des internes ou des jeunes diplômés, des infirmiers ou des aides-soignants. 41,8% avaient une formation à la communication, ce qui est plutôt bien. Moi, je n'ai pas eu cette chance pendant mes études.
Je vous avais parlé des internes tout à l'heure. 75% ont déjà annoncé seule une mauvaise nouvelle. Dans 51% des cas, il n'y avait aucun débriefing. Tiens, va annoncer et puis on se revoit pour manger tout à l'heure. Mais on n'en parlera pas. Dans moins de 5% des cas, le débriefing était systématique. Les infirmières, de leur côté, elles disaient que jusqu'à 5 fois dans l'année, elles avaient eu des situations de communication qu'elles avaient jugées comme difficiles. Attention, ça ne voulait pas dire que la famille était difficile, c'est qu'elles s'étaient senties en difficulté pour cette communication. Et vous voyez que si elles ont une formation initiale, 4,2% seulement avaient une formation continue à la communication. Ce qui fait que finalement, on les envoie faire un exercice périlleux avec assez peu de bagages. Quand on leur demande quelle est l'importance de la communication, on retrouve un peu comme nos étudiants anglais. Vous voyez, c'est une échelle de Likert sur 5, 4,8 sur 5. Quand on leur demande est-ce que vous estimez formé à la communication, on tombe à 2,5 sur 5 et 15% ne s'estiment pas formés du tout. Quand on leur demande quel est votre niveau de confiance pour ces situations de communication, on va être à 2,9 sur 5 et on va avoir 10% de gens qui ne sont pas du tout confiants. Et quelle serait l'utilité d'une formation à la communication? On atteint 4,6. Après la formation, on leur demande est-ce qu'il y avait un intérêt? Oui, il y a 4,3. Est-ce qu'on a répondu aux attentes? Oui, on arrive à répondre aux attentes. Est-ce que vous avez préféré la théorie ou les simulations relationnelles? Les simulations relationnelles sont plébiscitées. Je ne vous cache pas qu'à une époque, on a essayé de faire les acteurs et puis après, on a eu de l'argent pour avoir des acteurs. Et là, on nous a dit, c'est bien le matin, mais alors qu'est-ce que c'est mieux l'après-midi quand c'est des comédiens professionnels? Donc, on a switché sur les comédiens professionnels avec beaucoup de gentillesse et d'humilité aussi. Et on a maintenu quand même la théorie parce qu'on considère que même si on a essayé de la rendre la plus interactive possible et on limite les PowerPoint, on essaye quand même d'amener ce petit bagage. Le réalisme des cas cliniques leur paraît intéressant. Le réalisme des parents simulés est toujours plébiscité. Et l'apport des débriefings est aussi très correct. On fait une petite étude. On leur demande la confiance avant et après la formation. C'est de l'auto-évaluation, bien entendu. On est sur un niveau 2 dans l'échelle de Kirkpatrick dont vous a donné tout à l'heure Briac, que vous a montré Briac. Attention, on sait que l'auto-évaluation, il y a des études qui viennent de sortir qui disent qu'on est très mauvais à s'auto-évaluer finalement. Mais voilà, c'est une des évaluations qu'on a de notre côté. 98% recommandent la formation à leurs collègues et 89% pensent que cette formation aura un impact sur leur pratique clinique. Mais plus que des chiffres, finalement, ce qui nous importe dans cette formation, c'est de les aider à réfléchir à leur propre communication. Je vous ai mis ces données des repères, pas des recettes, parce que si vous avez le livre des recettes des communications parfaites, je laisserai à Nicolas mon adresse, vous pouvez me l'envoyer. C'est aussi des échanges professionnels et des rencontres. C'est une innocuité pour les familles et les soignants, sous réserve, bien entendu, qu'on fasse attention aux soignants. Et c'est l'engagement commun de la part de l'ensemble des gens qui y participent, mais aussi ceux qui organisent ces formations, parce que c'est toujours extrêmement intéressant de voir comment les internes ont pu développer des solutions dans les situations dans lesquelles on les a mis. Vous voyez, alors je ne vais pas m'étendre, mais il y a plein de littérature sur la simulation en communication. Ce qu'on fait, d'autres le font très bien aussi. Et dans tous les domaines, la chirurgie, l'ophtalmo, les soins palliatifs, la pédiatrie, l'adulte, c'est aussi un domaine qui est en train de se développer énormément. Attention, la vigilance, comme je vous ai dit, il y a une gestion de l'humain. On avait décidé, on avait vu que les sessions de méditation, enfin pas de méditation, mais un petit peu de déstress, ça permettait d'améliorer l'apprentissage. On a demandé à une de nos comédiennes de nous lire un texte pendant que l'autre comédien jouait de la flûte traversière. C'était le dernier moment de la journée. Sur 10 apprenants, on en a eu 3 en pleurs. C'est-à-dire que ces scénarios ramènent en eux des situations qu'ils ont vécues. Et c'est là où on se rend compte aussi que finalement, dans tous ces services qui sont des services difficiles, la sécurité émotionnelle des soignants est rarement prise en compte. Et donc, on fait vraiment attention avec les psychologues d'avoir une disponibilité après la formation pour ceux qui le souhaitent. Il y a bien entendu des contraintes qui sont liées aussi au secteur hospitalier et à sa difficulté en tension. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans une situation où vous avez déjà pas assez d'infirmières pour ouvrir un service et que vous dites, voilà, je voudrais en prendre 6 pour venir en formation, on vous regarde avec des gros yeux. D'où l'idée finalement de travailler sur plusieurs services, ce qui permet aussi à ce moment-là de répartir le nombre de personnes finalement qu'on va
faire venir à la formation et de répartir ce poids finalement de la formation sur plusieurs services. Et puis ça améliore les échanges. Nous, on ne l'avait pas anticipé comme ça. Au départ, on l'avait anticipé en se disant, on ne pourra jamais le faire dans notre service, on va le faire à plusieurs services. Il y a des contraintes temporelles et puis bien entendu, il y a des contraintes financières parce que même si on n'a pas des mannequins qui coûtent extrêmement cher, on a de l'audio-vidéo et on a des comédiens qu'il faut rémunérer, en tout cas dans notre modèle. Il y a plein d'autres modèles qui existent, comme je vous l'ai dit. Ce qui nous reste à développer, parce que tout n'est pas fini, et là, une des difficultés qu'on a, c'est que finalement, là, on est pas mal dans l'entre-soi. On a eu des témoignages d'usagers, mais il est très probable que la prochaine étape soit l'implication des usagers. Alors, comme je vous ai dit, pas forcément comme patient simulé, parce que je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne chose de revivre ces annonces, mais peut-être d'être présent au moment du débriefing, de nous dire de leur point de vue d'usagers, de leur point de vue de patients qui ont déjà vécu ces annonces, qu'est-ce que ça leur amène, qu'est-ce qu'ils auraient vu, et voilà, qu'ils amènent, vous savez, le patient expert, le patient partenaire est de plus en plus présent. On a aussi à développer l'interprofessionnalité, et l'interprofessionnalité en simulation pour la ramener dans la vraie vie. C'est-à-dire être capable de se dire qu'avant un entretien difficile, on va faire un briefing tous ensemble pour que chacun ait la même vue de la situation. J'ai une infirmière qui m'a dit un jour, j'ai appris que le patient allait être... on rentrait dans une limitation thérapeutique en même temps que la famille. J'ai failli pleurer. Donc effectivement, il est important qu'on soit tous d'accord sur quel va être le message avant d'entrer dans la pièce, mais aussi par exemple le débriefing. Parce qu'en tant qu'annonceur, quelquefois, on va rater certaines remarques, certaines réactions de la famille. Et si on est nombreux et qu'on peut en rediscuter derrière, ça permet à tous de s'améliorer. C'est aussi un formidable outil qu'on devrait développer avec les sciences humaines. Nous, on travaille avec des psychologues universitaires. Mais là, on a des collègues dans l'autre réanimation qui commencent à travailler avec des sociologues. Et c'est extrêmement intéressant d'avoir des linguistes ou plein de gens qui pourraient nous enrichir encore. Parce que finalement, notre domaine médical, il est quand même très lié aux sciences humaines. Et puis, je terminerai sur cette citation de l'école de Palo Alto qui est « On ne peut pas ne pas communiquer ». C'est-à-dire que toute relation humaine a, à un moment, une communication. Si j'arrête de parler, si je vous tourne le dos, si je ferme les yeux, j'enverrai de toute façon un message, volontairement ou involontairement. Donc voilà, comme nous le rappelle ce livre, la communication, c'est comme le chinois, ça s'apprend. Merci. Merci beaucoup Thomas pour cette excellente communication. Je vous ai dit qu'on aborderait les sciences humaines et sociales aujourd'hui. Et on en discutait en off tout à l'heure, avant le topo. Effectivement, on a tous des souvenirs de premières expériences très marquantes. Tu parlais donc des 3/4 des internes qui ont eu une première fois annoncé une mauvaise nouvelle seule, c'est ça à peu près. C'est 50, dans 50% des cas, mais oui, on a nos internes qui annoncent souvent des mauvaises nouvelles seules. Et on fait partie de la même génération. Effectivement, moi, je n'avais pas eu de formation à la communication non plus. Et effectivement, alors c'est un exemple personnel. Je me rappelle de ma première annonce de décès, la nuit, tout seul, sans débriefing, en premier semestre, donc à moins de 25 ans, où on s'en trouve à appeler les parents, la famille, vraiment, donc des choses qui évidemment devraient être préparées complètement. Est-ce qu'on a des questions dans le public, s'il vous plaît? Oui, au fond là-bas. Juste une petite remarque sur ce que vous avez dit à la fin, sur l'implication des usagers. Oui. Je me pose une question parce que je ne vois pas. Je trouve que chaque personne réagit en fonction de ce qu'elle a en elle-même, de son histoire propre. Et donc, je ne vois pas comment un usager peut représenter tous les usagers. Donc, pour moi, chaque situation est unique. Voilà, donc je sais que j'ai réagi d'une certaine façon pour toutes sortes de raisons qui me sont propres. Et je ne vois pas comment quelqu'un d'autre peut dire « Ah ben, vous avez bien annoncé, mal annoncé », parce que chacun est différent. Voilà. Je ne vois pas. Alors encore une fois, le bien ou mal annoncé, encore une fois, c'est toujours très difficile. C'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est plus facile de juger une mauvaise communication que de savoir ce que c'est qu'une bonne communication. On a des patients, on a des gens qui se sont lancés dans le principe de patient expert et qui maintenant de plus en plus participent aux études de santé, pas forcément justement pour représenter l'ensemble des patients, parce que bien entendu, on a tous une individualité, mais pour ramener aussi quelquefois leur témoignage par rapport à des situations qu'ils ont vécues. Donc je vous entends effectivement, un patient expert ne pourra pas représenter tout le monde. Certains patients experts ont pris beaucoup de recul
et ont une grande expérience. On a des gens en France qui ont vécu des situations dramatiques au moment du sang contaminé et qui maintenant ont vraiment beaucoup d'années de recul en tant que patients experts, et ils arrivent à se mettre dans d'autres situations. Peut-être que d'autres patients auront simplement à apporter aussi leur témoignage. Mais pour des soignants, pour des internes, des jeunes internes, ou même pour des vieux PH, avoir une famille qui vient témoigner, c'est aussi extrêmement important. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait, encore une fois, c'est des choses, comme je dis, qui restent à explorer. Je n'ai pas de solution. Mais je pense que ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on fasse des formations qui ne soient que de l'entre-soin ou entre soignants. On se dit, ah, c'était super, très bien, merveilleux. Non, je pense que de plus en plus, vous savez, on est dans les 20 ans de la loi Kouchner et de la démocratie sanitaire. On a vu la place prépondérante maintenant, enfin pas prépondérante, excusez-moi, c'est pas bon, c'est un mauvais terme, mais la place grandissante et le chemin qui reste à parcourir pour que les usagers soient encore plus impliqués dans les soins. Et je pense que dans nos formations, si on en a l'opportunité, ça peut être extrêmement intéressant de les associer. Pour le témoignage, la dimension témoignage, ok, mais pas représente. Enfin, je veux dire, on joue une scène devant moi. Je ne peux pas dire que X, Y ou Z vont réagir de la même façon, ou vont sentir la même chose, ou vont voir les mêmes choses que. Donc, je ne vois absolument pas comment on peut avoir un représentant unique dans ce genre de situation. Ouais, peut-être que... Cela dit, je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de bonne annonce et il faut juste ce que vous avez dit au début, c'est-à-dire qu'on peut limiter, mais pas donner une recette unique pour. C'est toujours un choc, c'est toujours une mauvaise, quelque chose qui est très mal vécu, et donc après chacun le vit avec ce qu'il a en lui. Mais par contre, il y a des choses à éviter. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que je trouve que c'est très, très bien ce que vous faites. Parce qu'on est d'accord sur le fait qu'il y aurait une réponse différente quasiment à chaque personne qui assiste, effectivement. Mais c'est l'intérêt d'introduire un peu de témoignages, éventuellement de gens expérimentés, même si, effectivement, chacun réagirait différemment à tout ça. D'autres questions dans le public? Sinon, j'en ai en ligne aussi, oui. Eh bien, ce matin, j'ai posé la question des relations humaines. On a eu de très beaux exposés sur de la très haute technicité, et nous en avons besoin dans les maladies rares. Moi, je suis vice-présidente d'une association et je suis aussi représentante de l'ensemble des associations adhérentes à la filière. Et donc, je voulais remercier la filière pour avoir eu cette excellente idée de conclure la journée sur votre intervention. Et je voulais vous féliciter aussi parce que vraiment, c'est du baume sur tout ce qu'on peut vivre en tant que patient ou parent de patients. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Encore une fois, c'est un groupe. Je ne fais que représenter ce groupe, effectivement, mais je leur retransmettrai vos remerciements. J'ai encore 2-3 questions pour toi, Thomas. Oui. En ligne. Alors, dont certaines, tu as déjà évoqué certaines réponses. Est-il envisageable de faire participer les praticiens en tant que patients ou parents simulés à la place des comédiens? La réponse est plutôt non. Oui, en fait. Alors ça dépend. Ça peut être aussi intéressant d'être finalement à la place d'eux et de se rendre compte finalement de qu'est-ce que ça veut dire que de recevoir une annonce. Et là aussi, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, le but n'est pas de dire forcément vous allez... Parce qu'on sait que ça reste de la simulation. Et on a des gens qui ne rentrent pas d'ailleurs dans la simulation. Un peu comme si vous avez fait du jeu de rôle étant jeune. Il y a des gens qui n'arrivaient pas et qui ne voulaient pas rentrer dans le jeu de rôle. C'est pareil dans la simulation. Mais voilà, on propose à certains de nos internes, on n'a pas encore réussi à le faire pour des contraintes de temps, de servir eux-mêmes de modèles pédagogiques pour des externes. Vous voyez, l'idée, c'est de dire, voilà, vous avez été annonceur maintenant, est-ce que vous accepteriez que pour des externes, avec des enjeux complètement différents, bien entendu, on ne va pas être dans ce même niveau de scénario, on va être dans du savoir-être beaucoup plus simple, se présenter, rentrer. C'est de l'expérience. Et je rebondis sur ce que tu dis, puisque ça commence à être fait maintenant. Il y a depuis 2 ans environ, maintenant ça va commencer à être exigible à la fin du 2e cycle d'études médicales, les ECOS, donc examens cliniques organisés et standardisés, qui sont des courtes évaluations de différents ateliers des externes, donc des étudiants en médecine, par des médecins seniors, sur un examen clinique. Alors, il ne s'agit pas forcément d'annoncer de mauvaises nouvelles, mais à chaque fois, il y a au moins l'examen de la qualité de l'entretien. Alors, jugé sur 5 fois 8 minutes, c'est très peu en fait. Mais alors, j'ai participé à plusieurs échos, effectivement, et lors de la dernière session, il y a une de nos étudiantes qui était tellement stressée à l'idée d'avoir un entretien réel, physique, alors avec plein de facteurs ajoutés, le rythme, le fait d'avoir en face de soi des enseignants et non pas des patients, qu'à sur 2 stages, elle a fondu en larmes complètement. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui doit être préparé, il faut l'aider bien sûr, mais voilà, il y a une pression réelle et
commencent, on va dire, à évaluer, hein, et les étudiants commencent à être formés doucement à ça. D'ailleurs, et à ce propos, donc les internes, tous les pas seulement les internes, mais tous les médicaux que tu formes sont là sur la base du volontariat. Est-ce qu'il serait envisageable éventuellement, alors à l'échelle d'un service ou même plus largement, que ça devienne obligatoire ? On demande aux internes, c'est une question qu'on leur pose, ils ne sont pas tous d'accord, ils sont assez partagés sur l'idée de l'obligatoire. Hein. Je n'ai plus les stats en tête, mais je dirais que c'est 50-50. Nous, on aimerait bien que ça puisse être au moins obligatoire dans le fait de participer, pas forcément de passer. Parce que ce qu'on sait finalement, et on le sait en simulation, c'est qu'on n'a pas besoin que toutes les personnes réalisent la simulation, mais on a besoin que toutes les personnes soient dans la salle, assistent au débriefing, et à ce moment-là, ils vont progresser aussi. Maintenant, comme on a dit, il y a des contraintes qui sont effectivement des contraintes de temps et aussi malheureusement des fois des contraintes d'argent, de pouvoir dire on peut arriver à multiplier ces sessions. C'est ma question suivante. C'est les comédiens, ça coûte combien ? C'est très variable. C'est extrêmement variable. Voilà, un ordre de grandeur, juste pour, en fait, aussi pour savoir si la formation est pérenne, ou est-ce qu'elle est budget, ou est-ce que chaque année il faut se creuser la tête pour savoir comment les financer ? Non, bien sûr. On peut avoir, tout dépend des comédiens avec lesquels on travaille, et tout dépend aussi du mode de salaire qu'on peut leur donner. Parce que le problème, vous savez, c'est que les comédiens souhaitent souvent finalement être payés sous la forme de cachets. Parce que ces cachets leur permettront finalement d'avoir c'est pas leurs œuvres sociales, mais leurs heures. Leurs heures, voilà, tout à fait. Oui. Et quand on n'est pas un organisme organisateur de spectacle, on ne peut pas le faire. Donc c'est-à-dire qu'on va être obligé de passer par un intermédiaire. Donc voilà, donc nous on travaille avec des centres de formation. J'ai envie de dire que nous, le budget global d'une journée comme ça, pour 12 personnes, on est à peu près à 150 € pour toutes les personnes, 150 à 175 €, mais avec l'accès au centre de simulation. C'est-à-dire qu'on est à peu près sur 1500, 1700 € de la journée. Donc vous voyez que tout de suite, automatiquement, c'est aussi pour ça qu'on fait attention qu'il y a un certain nombre, parce que quand on obtient des budgets, ça veut dire aussi qu'on a la nécessité finalement d'être redevable vis-à-vis, souvent c'est de l'argent public, mais d'une dépense raisonnée de l'argent public. Et c'est pour ça qu'on essaye d'avoir peut-être des fois même un petit peu plus d'inscrits, en se disant qu'on sait qu'il y aura une ou deux personnes qui auront de toute façon statistiquement peut-être l'impossibilité de venir. C'est un message à faire passer aux administratifs pour savoir comment transformer, comment ajouter le statut d'organisateur de spectacle à l'université peut-être. Non. Je ne sais pas. Avec les budgets, payer le cours Florent à quelques soignants. Non, plaisanterie mise à part. Je reviens sur le côté contrainte. Effectivement, on ne peut pas imaginer de contraindre des soignants à suivre la formation. Ce serait contre-productif complètement et du temps et de l'argent perdu pour tout le monde. Par contre, effectivement, y assister pour ne serait-ce qu'avoir été sensibilisé à un moment, il y a sûrement quelque chose à en tirer. Ce qu'on fait des fois, mais ça c'est dans les congrès où les gens sont venus pour participer, c'est pareil, on colle, vous savez, des petits macarons volontaires sous les chaises. Et puis au bout d'un moment, quand on voit, parce que souvent dans un congrès, quand vous avez un atelier de simulation à faire, vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous. Mais les gens ont fait quand même la démarche de s'inscrire à un atelier de simulation. Donc on peut se dire qu'ils avaient envie de passer un moment à un autre. Donc c'est vrai que nous, voilà, c'est un petit tips qu'on a, c'est qu'on leur dit, voilà, si en vous asseyant, vous êtes assis sur une chaise, vous avez un macaron volontaire, tout le monde va vous applaudir. Et bien entendu, si les gens veulent vraiment pas passer, on les oblige pas. Mais souvent, ce petit truc sympa fait que les gens se disent, ouais, j'aurais dû. Enfin, des fois, alors, ce qui est dur, des fois, c'est quand ils ont changé de chaise pour donner la chaise à quelqu'un. Vous voyez, ils se sont déplacés d'un rang, ils se rendent compte qu'ils se sont mis involontairement sur une chaise macaron. Mais souvent, voilà, c'est des icebreakers, des choses qui nous aident à ce que les gens passent, parce qu'il y a aussi quelque chose de difficile dans toutes ces simulations et peut-être dont on n'a pas parlé, c'est que en tant que professionnel soignant, on n'est pas encore dans les modes de recertification que vivent d'autres professions, comme les pilotes d'avion. Vous savez que ça arrive et bientôt on va devoir être recertifié. Et donc cela, ça veut dire qu'on travaille devant les autres finalement quand on est en simulation. Et donc nous, on remercie aussi nos soignants qui, d'une certaine manière, s'exposent parce que oui, moi, quand je suis avec une famille et que je communique, il n'y a pas 10 personnes autres qui me regardent. Par contre, quand je communique avec une famille, il y a quelque chose que je ne peux pas avoir et que j'ai dans ces formations, c'est qu'une fois que j'ai refermé la porte, je ne peux pas rouvrir la porte et dire j'étais bien, ça s'est bien passé, je vous ai regardé. Alors que là, on offre ce retour sans risque de la part des comédiens et de la part des soignants aux nos apprenants.
Et justement, c'est ma dernière question. Tu parles de retour sans risque. Tu parlais tout à l'heure de risque pour les apprenants. Est-ce que c'est vraiment sans risque complètement? Non, encore une fois, c'est sans risque. Enfin, c'est sans risque. C'est avec peu de risques si on l'encadre bien. Encore une fois, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas pousser quelqu'un qui ne veut pas passer en simulation. Il ne faut pas mettre quelqu'un en simulation face à un échec, et c'est ce que disait très bien Briac tout à l'heure. Je pense qu'on n'a pas assez de recul sur la simulation en France pour faire ce qu'on appelle des dev scénarios. Ce que font les pilotes d'avion. Les pilotes d'avion, quand ils s'entraînent sur leur simulateur, si le simulateur se crache, l'avion se crache. Et l'instructeur, souvent le pilote comprend très facilement qu'il s'est sûrement se crasher avec l'avion. On n'est pas encore dans ces situations-là. On a besoin un petit peu que cette méthode, elle soit utilisée de façon plus importante. Et puis encore une fois, on a besoin de savoir quel est l'objectif de cette méthode. L'objectif, c'est que chacun revienne le lendemain en ayant appris des choses en plus, peut-être en ayant vu certaines de ses limites. Et je peux vous assurer que quand vous passez sur un scénario de simulation, par exemple sur c'est les troubles du rythme cardiaque, et que, le soir, vous les relisez quand vous rentrez à la maison. Donc c'est ça qui est important aussi. Par contre, mettre les gens face à un échec et leur dire demain, tu retournes au bloc opératoire, attention, danger. Parce que là, effectivement, on sait tous qu'on on ne peut pas être parfait en tout, mais la simulation, ça peut être quelque chose de très révélateur. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi beaucoup de bienveillance. Et ce que disait Briac, et je termine parce que je suis très bavard, ça veut dire aussi qu'il faut que les gens qui fassent de la simulation soient formés. Parce qu'on peut aussi, c'est comme je vous ai dit, on peut blesser avec des mots, on peut blesser aussi au moment du débriefing. Oui, puis être mis en tant que professionnel face à une insuffisance, un échec, ce qui est toujours possible, et l'être en plus en public, face à des pairs, c'est doublement compliqué quand même. Oui, il y a le principe de seconde victime. Vous savez, dans toutes les erreurs, la première victime, bien entendu, c'est le patient. Mais on sait que beaucoup de soignants se remettront extrêmement difficilement de situations, quelquefois de situations qui étaient aussi de l'aléa, c'est-à-dire dans lesquelles ils n'avaient pas de responsabilité. Mais je pense qu'aucun soignant ne se lève le matin pour se dire qu'il va se retrouver dans une situation où il devra annoncer un aléa ou un événement indésirable lié aux soins à une famille.